Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On me fait remarquer à juste titre que je vous ai encore oublié ce mercredi matin pour ma défense. Je suis quand même un peu de taf en ce moment. Je vous rappelle, je me tape l'Interchain Academy là. Et c'est vrai que bon, ça me prend un petit peu de temps et que j'ai souvent la tête ailleurs. Bref, ceci dit, parlons peu, parlons bien. On revient sur les traites de flux. Alors oui aussi, pardon, petite excuse par rapport aux travaux pratiques. Je vous rappelle, on le fait normalement une fois par mois et le mardi. Ça aussi, c'est pareil en ce moment avec cet Interchain machin. J'ai pas plus de temps que d'habitude, mais j'ai plus de travail. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je dois un peu gérer des priorités. Il y a certains contenus éducatifs qui sont mis en pause, entre guillemets, je vous rassure. On est sur la fin, hein, donc ça devrait reprendre son cours, évidemment, sans aucun problème, au milieu de l'été, voire à la rentrée, parce que c'est pareil, hein, cet été, comme tout le monde, j'ai quand même le droit de prendre des vacances. Bref, donc rassurez-vous, un tour viendra nickel chrome comme d'hab à la rentrée, il n'y aura aucun souci là-dessus. Ceci dit, donc revenons sur nos marchés. Alors sur le S&P, normalement de toute façon vous ne devez pas être surpris. On est exactement dans le cadre de ce qui avait été donné dès la semaine passée. C'est-à-dire que le marché propose des signaux acheteurs dès qu'il tente d'aller en clôture sous les contextes. Moi personnellement je ne les ai pas pris, je ne les ai pas trouvés hyper sexy en termes de gestion du risque. Alors on avait la target de break et des signaux boules ici. Donc bon, c'était plus de dire, moi je voulais plutôt des signaux neutres. Donc bref, j'ai pas trouvé tout ce que je recherchais. La gestion du risque n'était pas mauvaise, mais pour moi elle n'était pas suffisante. Donc je m'y suis pas mis. Ça sort au final d'un squeeze, c'est-à-dire ça vient squeezer les prix et puis hop, au final ça repart. Voilà. Bon, pour ma part, je suis donc, je dis pas très excité par ce type de scénario. Bref, pour ma part, c'est vraiment un truc à débile. Donc ça réagit un peu à la volatilité pour faire déclencher des émotions. Donc moi, pour ma part, je reste hors de ce chaos. Et je réflexe sur la stratégie. Donc, comme on a renversé les troisièmes bornes, enfin les contextes, je récupérais mes profits sur les troisièmes bornes. À partir de là, que se passera-t-il? Je n'en sais rien. C'est-à-dire, on peut tout à fait envisager un squeeze, c'est possible. Dans ce cas-là, il faudra aller au-dessus des contextes du T supérieur et faire un nouveau plus haut. C'est possible. Moi, pour ma part, je vais récupérer mes profits. Voilà, hein, donc c'est dit. Pour mémoire, j'en avais fait une très grande partie de mes take profits ici, pour des raisons d'expiration, rollover, etc. Le reste va être sorti ici dans le respect de la stratégie. J'avais dit, si on a une troisième borne, je sortirai point barre. Et ce sera pour moi la fin du trading haussier sur le S&P 500. Par fin de trading haussier, attention à ne pas me faire dire l'inverse, c'est-à-dire je ne parle pas de trading vendeur pour l'instant, je parle d'encaisser des bénéfices durement mérités et la conséquence des risques pris, point barre. Donc ces trades-là, on les avait de toute façon fait ensemble, suivis toutes les semaines. Donc c'est un joli gain. La question, c'est pourquoi je resterai dedans alors que j'ai plus d'éléments haussiers. Plus d'éléments haussiers ne veut pas dire baissier. Ça veut dire on est toujours dans la même étape de maturité de la pattern. Hop, voilà. Donc, toujours le même schéma que vous devez connaître absolument par cœur. On est à ce stade-là où on a fait donc le deuxième flux. Bon, celui-là ou celui-là, c'est pareil. C'est toujours la même séquence qui se répète. On attend la troisième borne, on récupère ses profits, d'accord, qu'on ait un V ou non, ça peut squeezer mais c'est pas grave, et derrière, bande de Bollinger seulement, d'accord, donc là il n'y a plus de moyenne, etc. À ce stade-là, donc vous comprenez la musique, ça veut dire moi je n'ai plus rien à foutre de ce qui se passe derrière, à partir du moment où j'ai ma troisième borne, qu'on la traite vraiment ou pas, de toute façon c'est dans cette zone que je récupère mes profits, et de toute façon, à partir de là, peu importe ce que fera le prix, ça, d'accord, le bruit juridique ici ne m'intéresse pas, j'attendrai le moment où on trouvera cette borne de volatilité. Comment va-t-elle réagir? Je n'en sais rien, puisque ça dépend principalement de l'action de prix. Si ici on se casse la gueule d'un coup, la borne de volatilité sera atteinte beaucoup plus vite que prévu. J'aimerais quand même qu'on touche la troisième borne avant, puisque je vous rappelle, je fonctionne par étapes. L'étape à venir, c'est troisième borne. Tant que j'ai pas la troisième borne, je n'achèterai pas la Bollinger basse. Ok? Donc attention à ne pas vous faire surprendre. Ça peut tout aussi bien aujourd'hui pour une raison X ou Y. Je rappelle, la volatilité, c'est l'expression même des trades de flux. Faire un truc comme ça et vous allez tous flipper, ah là, l'horreur, et on reviendra quand même chercher la troisième borne. Et il faudra après, dans ce cas-là, trader la bande de volatilité plus tard. Je ne sais concrètement pas quel va être l'arbitrage de volatilité fait par le broker. Et non plus, et vous non plus. Donc n'essayez pas de me prévoir quoi que ce soit. C'est pas parce que ça baisse que, ah mon Dieu, je dois sortir en panique, ou je dois vendre, ou je dois ceci, ou je dois ça. Vous attendez une troisième borne claire, nette, précise. Voilà. Ok? Les contextes sont renversés, donc on viendra chercher ce contexte, peut-être maintenant, peut-être après une grosse baisse, mais on s'en fout. Ok? Vous ne devez pas être plus impacté que ça. Ok?
C'est important. Tant qu'il n'y a pas de troisième borne, il n'y a pas d'achat de la borne de volatilité et vous n'avez aucune espèce d'idée de savoir comment tout ce bordel va réagir. Voilà. Les cryptocurrencies. Alors là, on était sur 4 heures et là aussi, tout s'est passé normalement de façon relativement claire puisque c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. On était de mémoire en train de trader ces zones de troisième borne et je vous avais dit, pour ma part, je récupère les profits des trades qui avaient été mis en place ici, même chose sur Ethereum, et ayant repris des trades sur cette zone-là, je me posais la question de savoir ce que j'allais faire de ces trades-là. Bon, bah, j'ai décidé d'en prendre des profits partiels sur Bitcoin, des profits totaux sur Bitcoin, c'est-à-dire j'ai tout récupéré sur Bitcoin, donc un joli gain encore, hein, je vous rappelle, malgré l'incertitude des derniers mois, et malgré une position qui avait été prise complètement à l'arrache avec plein de risques, hein, je vous rappelle, j'ai essayé de ressauter dans le train d'un flux en cours, ayant raté le point bas ici, donc j'étais conscient des risques, mais vous voyez que malgré ça, ça ressort des gains quand même, sans problème. Donc une bonne stratégie pour ma part sur Bitcoin, je décide de le couper. Il n'y a pas vraiment de signaux très inquiétants, hein, on ne va pas se mentir. Je pense qu'il y a des probabilités assez intéressantes de continuer, c'est-à-dire de squeezer en bonne et due forme. Pour squeezer en bonne et due forme, je vous rappelle, il faut trader au-dessus des contextes de l'UT supérieur, qui à mon avis ici vont se renverser. Je ne sais pas si on est allé suffisamment loin ou pas, ça doit se jouer à pas grand-chose pour Framework. On va voir. En tout cas, si le contexte est renversé à l'achat, il faudra aller au-dessus de ce contexte le mois suivant. Voilà, ce sera l'objectif, donc pour confirmer le fait qu'on a bien explosé la troisième borne et que dans ce cas-là, le deuxième flux est toujours en cours. Quels seront ces objectifs? Mais je n'en sais fichtre rien. C'est juste de dire, je ne pense pas qu'il reste non plus un chemin stratosphérique à faire sur Bitcoin. Voilà, c'est juste de dire, je n'ai aucune idée de la prochaine target. Attention, hein, j'ai mes flow 2 ici, ça ne veut pas dire que je vise ça. Hein. C'est juste de dire, voilà, Bitcoin, je pense récupérer, je vais expliquer pourquoi. Parce que j'ai fait la même chose sur Ethereum, d'accord? C'est-à-dire j'avais un trade là, enfin par là, c'est-à-dire sur le premier cycle correctif, et j'en ai remis là aussi sur Ethereum. Et Ethereum, comme pareil, hein, comme Bitcoin, j'ai récupéré les profits de celui-là. Bon, là, c'était pas vraiment des profits, c'était plus ou moins au prix d'entrée. Et je me pose la question de ce que je vais faire de ça. J'en ai pris, je crois, 30% ou 40%, je sais plus, enfin entre 30 et 50, pas plus de la moitié, et je garde le reste du trade ouvert. Et là, vous direz, mais pourquoi? Il est complètement teubé, le type. En fait, là, il a des signaux vendeurs, et du coup, il va garder celui qui a des signaux vendeurs, et il a coupé celui qui pourrait être le plus haussier. Non, je vous explique tout simplement pourquoi. Donc, petite parenthèse, d'accord? Là, c'est un pur choix de gestion du risque. Pour moi, Bitcoin et Ethereum, c'est la même chose, d'accord? Je sais qu'il y en a plein en ce moment qui disent non, il y a des yeux que pour Bitcoin, et les capitaux n'arrivent que sur Bitcoin, nanana. Bon, ça, encore une fois, c'est du flanc. Moi, vous savez que j'en ai rien à foutre des narratifs. Je regarde mes graphiques. Et pour ma part, ils réagissent exactement de la même façon, ces deux actifs. Donc, pour ma part, ils ont un destin plus que lié. Si Bitcoin squeeze, d'accord, on l'a vu, il lui reste peut-être 2-3 000 $ à faire pour confirmer le squeeze. Ethereum, pour confirmer le squeeze, il faut monter jusqu'à 2002-2003. Donc, c'est plus de dire, en fait, pour moi, ces deux actifs sont liés. S'ils retombent, ils retomberont tous les deux. Et je me ferai stopper sur les deux, que je garde Bitcoin ou Ethereum, ce sera pareil. Je vais perdre des gains en cours. Donc, à ce stade-là, pour ma part, c'est de dire, pire, Bitcoin, s'il retombe, j'aurais perdu plus de gains. C'est-à-dire là, les gains que j'ai sur Ethereum étaient plus faibles que les gains que j'avais sur Bitcoin. Donc, si ça retombe, j'ai un manque à gagner plus gros à jouer à maintenir Bitcoin que Ethereum. Ok? Et c'est surtout que, par contre, si ça valide bien sur les deux, comme je le pense, le rendement sur Ethereum est 2 fois supérieur à ce que j'aurais sur Bitcoin. Donc, vous comprenez bien que, pour ma part, Ethereum, il est certes sous-performant, mais son destin n'est pas bien différent de celui de Bitcoin. Je pense que les deux vont au même endroit. Ils vont tous les deux probablement squeezer, ce qui permet, là encore, de relancer le deuxième flux. C'est de dire, le deuxième flux est toujours en cours, et la sortie baissière qu'on a eue de ce canal, c'est un changement de rythme, mais ça n'a pas changé la structure du flux, d'accord? C'est tout ce que j'en pense. Voilà. C'est mon avis personnel. Évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Ça n'engage que moi. Mais je pense toujours qu'Ethereum, sa sous-performance, elle est temporaire. Elle est due à des narratifs. Et qu'évidemment, comme tous les narratifs dans les flux, ils finiront par se manger une tatane. Donc, voilà mon avis. C'est plus de dire, quitte à conserver un peu de risque dans ces stratégies de reprise de flux, je pense qu'Ethereum et le retard accumulé est le meilleur candidat pour un risque équivalent. Ce qui veut aussi dire que si j'ai le même niveau de risque, d'accord ? J'aimerais vous faire comprendre ça. Si on considère donc le même niveau de risque entre deux actifs et qu'il y en a un qui vous propose donc plus de rendement que l'autre, à votre avis, quelle est la variable d'ajustement?
bah, c'est la probabilité de succès. C'est juste de dire, effectivement, pour ma part, si j'ai deux actifs dans une situation technique relativement similaire, mais que j'en ai un qui propose plus de rendement, c'est qu'il est probablement plus risqué. Et c'est ce que vous voyez effectivement sur Ethereum. En ce moment, actuellement, trader Ethereum à l'achat, c'est un petit peu plus risqué, dans le sens où la probabilité de succès est légèrement inférieure. Mais comme pour ma part, je vous disais, je pense que ça c'est du flan, c'est dû à un narratif débile de « ah, il n'y a que Bitcoin, il n'y a pas machin », je m'en tamponne. Pour ma part, les deux vont au même endroit, les deux vont relancer les flux en cours, et du coup, ils doivent aller à des endroits relativement similaires. Dans ce cas-là, je pense qu'Ethereum, à risque équivalent, me propose plus de rendement. Et je préfère dans ce cas-là laisser celui-là de trade ouvert. Mais je le redis bien, c'est un trade qui a déjà été take profit partiel, d'accord, et dont le stop est à break-even. Si ça retombe, je ne perds plus rien. C'est un manque à gagner au pire des cas. Voilà, pour la partie stratégique, c'était une petite parenthèse que je referme, mais c'était pour vous glisser un peu de contenu éducatif sur la gestion du risque. Encore une fois, ici, la stratégie n'est absolument pas tergiversée, d'accord ? Je ne suis pas en train d'essayer de tordre les règles, etc. C'est juste de dire, pour moi, à ce stade-là, on a tenté d'installer des troisièmes bornes, donc si vous voulez récupérer les profits, c'est tout à fait légitime, et il faut le faire. La question, par contre, c'est est-ce que cette troisième borne va rejeter pour aller chercher la bande de volatilité bas ? Si tel est le cas, je connais ma prochaine action, ça va être de manger un stop-loss sur ce que j'ai tradé en anticipant un squeeze, d'accord ? Et évidemment, je reparais sans hésiter sur la Bollinger Basse, d'accord ? Traduction en graphique, si jamais mon Ethereum, sur son UT 4 heures, rejette cette zone-là, d'accord ? Et qui fabrique sa troisième borne. Dans ce cas-là, ok, j'ai ma troisième borne sur Ethereum, ok, certains pourront dire elle était peut-être même déjà là en retard. Bon, en attendant, ici, dans ce cas-là, ce sera invalidation, stop à break-even, et je reprendrai un trade sur la borne de volatilité basse. Certains me diront donc, mais t'es con, Phil, tu vas te faire stopper pour racheter juste en dessous. Eh ben oui, c'est comme ça. Je vous dis, il ne faut pas que vous raisonniez autrement. Il y a des règles, il faut les respecter. Ici, la règle, c'est que cette position-là n'a rien à voir avec l'achat de la borne de volatilité. Ces positions-là, pour moi, c'est de tenter de prendre un flux en cours de route. D'accord ? Alors que maintenant, on a atteint des étapes de maturité de ce flux qui invitent à prendre des profits. Donc, ce trade-là, s'il doit être invalidé, il est invalidé, et j'en reprendrai un autre. C'est un trade différent. Voilà. C'est hyper important pour ma part que les choses soient dites clairement. Parfois, vous allez vous faire invalider sur un trade et vous allez en reprendre un derrière, mais il faut obligatoirement que ce soit une stratégie différente. D'accord ? C'est pas je réempile sur le trade initial parce qu'au final, j'avais pas envie d'être stoppé. C'est si vous reprenez un trade, c'est forcément un contexte différent. Ok ? Donc très très important de bien comprendre tout ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.